Voici le Journal du Soir. Et voici vos animateurs. Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition du Journal du Soir en ce 16 mai 2019. Et bien, ce soir, mesdames et messieurs, François Saint-Louis au micro, Carl Brochu. Salut, Carl, comment ça va ce soir? Ça va très bien. Très bien. On a eu une belle émission de sport avec Bob, qui est venu nous parler encore une fois de son livre qui s'en vient sur Équipe Nation Québec. Puis on a parlé à Simon Lavie, qui, comme d'habitude, nous a parlé de boxe. Et en matière de boxe, est-ce qu'il y a des championnats du monde bientôt? Oui, il y a un combat au casino demain. À Montréal, ici à Montréal? Oui, un dénommé Rice là, qui va se battre. Donc, pour ceux qui veulent plus de détails, vous avez juste à réécouter l'émission de sport sur YouTube. Et donc, comment ça va ce soir, Carl, la veille de ton 50e anniversaire, donc dans 365 jours, 50 ans, mon Carl? Oui, j'ai fini ma 49e année, là, je tombe dans ma 50e. Oui, c'est ça. Donc, non, c'est ça. Pour moi, c'est une journée comme les autres, là, j'essaie de... Mais... ça va vite, 49 ans. Il me semble que je sors de l'école secondaire, François. Ah, c'est ce qu'on dit aux plus jeunes, puis eux, ben, quand ils sont plus jeunes, ils 20, 25, 30 ans, eux ne voient pas ça de la même façon, mais quand on arrive et qu'on a passé 40, 50, il en reste moins qu'il en restait, tu sais, puis il y en a plus en arrière de nous qu'en avant. Mon plus jeune a 15 ans. Moi, ma plus jeune a 23. Oh, on s'en vient, mon oncle. Ça, c'est pas bon. Tu sais, c'est pas pire, t'as pas de cheveux blancs. J'ai un petit peu dans sa barbe, mais effectivement, mon père est devenu blanc, pas avant les cheveux blancs, avant 70 ans. Donc, je risque d'être de couleur encore quelques années. Donc, OK. Jean-Marc, je sais pas si le son est assez fort. J'essaie d'ouvrir les cadrans et puis les flèches pour voir si on est correct, mais ça fonctionne pas. Fait que je peux pas voir si on est passé ou trop fort. Bon, ceci étant dit, j'imagine que tout va bien. Donc, bonne fête, mon Carl. Mais moi, j'haïs le jour de ma fête. Je sais pas si t'es comme moi, mais moi, une fête, souhaiter bonne fête, dire merci toute la journée, ça me tombe sur les nerfs. Non, je suis assez patient là-dessus. Ça m'a permis, entre autres, de voir sur ma page Facebook ceux qui me suivent. Il y en a plusieurs là, qui m'ont souhaité bonne fête que je connais pas, que j'ai jamais vu, mais qui ont l'air apprécier ce qu'on fait. C'est souvent des auditeurs là, qui nous prennent soit en direct ou enregistré. Mm-hmm. Puis, je suis bien content. Tu le disais que depuis en faisant de la radio avec toi le soir, qu'il y a beaucoup de gens, ça nous fait connaître, c'est sûr. Puis j'espère que c'est ça, nos idées politiques influencent. Influence. Écoute, on influence. En fait, on dit ce qu'on pense. C'est ça. Puis parfois ça plaît, parfois ça déplaît, mais ça, comme on dit en bon québécois, on fait pas d'omelette sans casser des œufs, puis... Et là, c'est ça. Puis là, tu vas t'apercevoir, mon Carl, qu'après 50 ans, tu vas... déjà, tu assumes beaucoup tes opinions, mais là, tu vas être de plus en plus, je dirais, tu vas être plus tranché dans tes opinions. Puis, tu vas te dire, regarde, j'en laisse moins passer. Là, c'est assez, là, regarde, on arrive... Moi, j'ai 56, là, ça fait que... je me dis, là, je commence à être un petit peu impatient d'entendre des niaiseries. Tu sais, il va te donner un exemple. Commission parlementaire sur la loi 21. Moi, tout ce qui est gauche, là, je prends même pas la peine d'écouter. Tu comprends? Ah oui. Parce que je suis tanné là, d'entendre leur discours. Là. Comme hier, là, ou la semaine dernière, j'entendais Manon Massé venir nous parler dans le cadre de la commission parlementaire sur la laïcité, la loi 21, de son homosexualité. Là, j'ai dit, là, c'est assez. Regarde, oublie ça. Change de poste. Moi, j'ai pas le temps de niaiser avec ça, là.
Tu sais, si elle acceptait pas son homosexualité encore, puis elle était bien émotive, ça a l'air, là. J'ai pas regardé, mais on m'a dit qu'elle était très émotive. Donc, si elle a de la misère à accepter son état, ben, parce que si elle avait pas de la misère, elle serait pas émotive, là. Ça la dérangerait pas, puis ce serait comme normal, tu sais. Mais là, si elle est émotive à son âge, c'est qu'elle accepte, ou elle accepte son état, mais ça n'a pas rapport. Non, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. On parle pas de ça, là. On parle de la laïcité. C'est sûr que ça touche des groupes minoritaires. Puis ça touchait son groupe minoritaire à elle, d'homosexuels. Puis au Québec, même si elle essaie de nous faire broyer là-dessus, je crois... Je peux me tromper, que le Québec, on est une des sociétés les plus avancées sur l'acceptation de l'homosexualité. Moi, en tout cas, dans ma famille, j'ai des cousins et des cousines qui sont homosexuels. Puis, si on recule il y a 50 ans, ben là, peut-être qu'on en parlait en silence, là, entre nous autres. Aujourd'hui, on n'en fait plus de cas. On a un auditeur que je tiens à souligner ce soir, là, Denis Julien, qui est déjà passé à l'émission avec moi, là, au Journal du Soir. Lui, il est complètement... insulté comment les fédéralistes multiculturalistes ont essayé de stigmatiser toutes les minorités pour les mettre chacun dans leur cause. Hein? C'est ça le multiculturalisme. On développe des communautés qui communiquent pas trop entre eux autres, puis que c'est le Canada anglais qui les mène, qui est leur maître à penser. Puis, donc, c'est ça. Manon Massé essaie de nous parler de des minorités sexuelles, puis essayer de nous faire broyer là-dessus. Là, mais effectivement, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. De la religion. Ça n'a pas rapport, puis... moi, mon frère jumeau me dit aujourd'hui que la présidente des Fédérations des femmes du Québec, oui, qui est une transgenre, je pense, oui, a dit que c'était effrayant, ce projet de loi-là, que ça touchait le capitaliste. Ce que Jean me dit, c'est que Simon-Jean Barrette l'a remis à l'ordre. Écoutez, là, on parle pas du capitalisme, là, on parle de laïcité d'État. Il mélange tout pour essayer de se trouver des arguments contre. Puis il mélange n'importe quoi. Quand on parle de laïcité, là, on parle de laïcité. On parle pas d'économie, on parle pas d'orientation sexuelle. Non, on parle de laïcité d'État, là. Fait que là, chez moi, avec vos arguments, c'est quand Bernard Drainville a déposé son projet de loi, ça s'appelait la Charte des valeurs à l'époque. Je sais pas pourquoi il a appelé la Charte des valeurs. Les valeurs, on peut en discuter, mais la laïcité, pour moi, c'est beaucoup plus précis. Là. Ah oui. Mais, puis là, ben, il y a un paquet de groupes minoritaires qui sont sortis. Je me souviens que Xavier Dolan avait sorti. Ah oui. Et tu sais, d'autres de son genre, là. Tu sais, lui, probablement, qui est peut-être, je sais pas si, peut-être homosexuel, je sais pas. Xavier Dolan, oui. Ouais, le producteur de films, oui. Ouais, bon, il ben, toujours dit. Puis, bon, OK, ça fait que... Mais lui, il était probablement sorti par rapport à son côté d'homosexuel qui est minoritaire, tu sais. Ouais. Puis là, on a voulu mêler tout ça encore une fois. Et on dirait que tous les groupes minoritaires, là, dits minoritaires, se mettent ensemble pour combattre le projet de loi sur la laïcité, parce que, tu sais, moi, je suis un groupe minoritaire, m'a comprendre l'autre groupe minoritaire, fait que je t'appuie dans ta lutte, puis toi, appuie-moi dans la mienne. Mais là, ça n'a pas rapport, là. On parle de laïcité d'État, puis tu sais, il mélange n'importe quoi pour essayer non pas pour essayer, pour combattre le projet de loi. Mais je pense que cette fois-ci, ça ne fonctionnera pas. Puis je pense que le gouvernement s'enligne pour peut-être, là, bon, là, c'est la dernière journée aujourd'hui des comparutions à la commission parlementaire. La semaine prochaine, je pense qu'on commence à étudier le projet de loi, là, article par article. Et puis on va faire ça 3 fois. Première, deuxième, troisième lecture. Puis les députés vont poser des questions, amender, on verra. T'sais. Est-ce que le gouvernement va retirer certaines de ses propositions dans le projet de loi? Est-ce qu'ils vont en accepter d'autres? Là, je vois que j'ai vu tantôt Pascal Bérubé qui veut... en tout cas, la manière que je comprenais, c'est qu'il veut inclure les garderies. Ah, moi aussi. Moi, s'il y a une chose là, que tout le monde aussi... Les écoles privées. Si on va aller chercher un autre 70% d'appui, là, il est là.
Moi, je pense que les garderies, ça fait l'unanimité au Québec. On veut pas voir de la religion à des enfants de 2, 3, 4, 5 ans. Écoute, François, moi, moi, j'avais ma tante qui était religieuse. Puis elle avait sa corneille, puis tout, là. Dans les années 70. Je suis né en 70. Fait que je la voyais, là, de 74, 75. Puis elle me faisait peur. Je voulais pas aller chez ma grand-mère. Quand mon père, là, on faisait un tour de machine, puis on arrivait chez la grand-mère, puis elle était là. Je voulais pas rentrer dans la maison, elle me faisait peur. Ta grand-mère? Non. Ta tante? Ma tante qui était... elle avait tout le voile, là, tout le kit là, des religieuses de l'époque. Puis elle est morte de même, puis elle a toujours porté ça. Je l'ai toujours connue de même. Ma tante Marion. On appelait ça le cornet. Le cornet. Elle apportait tout ça, puis... donc, quand j'étais petit, ça m'impressionnait. T'avais peur de ça? Ben oui, ça me faisait peur. Puis d'ailleurs, ça s'est réglé comme peur. J'avais peur des femmes, souvent. J'allais jouer aux cartes avec mon voisin, puis il y a une fille, elle s'appelait Laure, je m'en rappelle, c'était une des amies du couple où j'allais jouer. Puis quand Laure arrivait, là, je partais à la course, j'avais peur de ce madame-là. Pourquoi? Mais, je le sais pas. Parce qu'elle était pas belle, elle faisait... Non, même pas. Puis, mais la religieuse, par exemple, je m'en rappelle, son déguisement, puis tout ça, ça m'avait... c'est un signe ostentatoire, là. Tu peux pas l'éviter, là, que ta voix, là, que... Puis, on le sait au Québec que cette loi-là, 21, s'adresse... Puis moi, je me gênerais pas à soir pour te le dire. Elle s'adresse essentiellement à une religion. C'est la religion islamique. Puis, on aura beau à dire là, que ça va, ça concerne l'ensemble des citoyens, mais j'aimerais bien voir là, si dans les écoles privées, entre autres, on a le droit. Mais il y a d'autres communautés là, qui sont là au Québec depuis longtemps, qui les portaient leurs signes. Hein. On voit quelques Juifs porter leur kippa, hein, leur petit chapeau. Puis ça nous a jamais dérangé. L'aspect politique de la religion islamique, c'est ça qui inquiète les gens. Quand tu regardes ce qui se passe ailleurs dans le monde, tu sais que c'est pas juste une religion. Oui, t'as raison, mais il y a aussi que ça dérange. Ça dérange. Donne un exemple. Quand Jack Meeting a été élu chef du NPD, ouais, avec son turban, là j'ai parlé à quelqu'un que je connais bien, puis j'ai dit comme ça, puis comme bien des Québécois disent, OK? Oui. Lui, avec son rouleau de papier de toilette sur la tête, ça pognera pas son affaire. C'est ce que j'ai dit. C'est ça. Il dit, ben voyons donc, t'es bien trop dur, on va appelle pas ça un papier de toilette, t'sais. Mais, tu sais, j'ai rien contre leur turban. Ben c'est leurs affaires, eux autres. Mais moi, c'est une image. C'est comme plein de Québécois qui ont dû dire ça, le papier de toilette sur la tête. Tu comprends? Ben oui. Tu sais, c'est bon, OK. Méchant François Saint-Louis, bon. C'est le premier à te dire que la religion, c'est personnel, puis on fait ça chez nous. Ouais, ben en tout cas, ça fait que là, il me dit, je dis, écoute, ben, ça marchera pas son affaire, il y a un turban sur la tête. Il dit, tu vas voir, il va pogner. Ben, regarde, j'avais raison, maudit, là, ça lève pas son affaire. Ça lève pas son affaire, c'est le Parti vert qui lève. Il est même plus bas que le Parti vert. Ouais. On s'entend-tu? Puis, regarde, c'est à cause de ça là, qu'il s'appogne pas son affaire. Là. Puis là, j'écoute Radio-Canada de temps en temps, les panélistes qui parlent de la débandade du NPD, puis ils disent toutes sortes de raisons, mais pas celle-là. Oui. Parce qu'il faut être dans la bien-pensance, tu comprends? Faut pas parler de ces affaires-là, parce que, mais nous autres, on le dit, c'est à cause de son turban que ça pogne pas. Oui. Es-tu d'accord avec moi? Non, c'est entièrement d'accord. Il tient absolument ce signe-là. Ben donc, oui. Au Canada, en tout cas, le Canada anglais, peut-être un petit peu moins, je dirais pas évolué, mais là-dessus, là, on est pas mal plus ouvert. Sur les signes religieux, là, ça fait pas notre affaire, oui. On est ouvert, ouais. Mais on les accepte comme tels. Mais que de là à ce que ce soit un chef politique qui porte des signes religieux, là, ça, c'est rendu trop. Non, là, ça, tu gardes. Laisse ça chez vous. Mais dans la rue, là, ça nous dérange pas vraiment. Non, mais on en voit qui se promènent quasiment tout nus, des fois. Ouais. Les culottes à moitié des bas des genoux, tu sais, des jeunes, là. Ouais. Tu veux qu'on fasse. Moi, tu sais, nous autres, on est dans les générations. Tu es dans la même génération que moi, à peu près, là. Ouais, tu peux. Tu sais, tu peux parler. Moi, je suis dans la génération que j'ai vu la fin des messieurs habillés en pantalon de tuyau, chapeau sur la tête. Tu comprends? Puis bien habillés, là, tu sais. Puis on s'habille bien, puis on met une cravate.
Même le dimanche, le samedi, souvent, il y a des messieurs que je connais qui mettaient toujours la cravate, 7 jours par semaine. Puis, tu sais, les anciens murs roses, là, tu sais, quand nos grands-mères, la tapisserie avec des petites fleurs, tu sais, puis les gens étaient fiers de leur personnalité, de leur personne. Oui. Si tu regardes des photos, là, t'as déjà vu ça sur le net, des vieilles images vidéo de New York en 1896. Tu vois, on voit ça des fois. Puis tu vois les gens se promener sur la rue, ils ont tous un beau chapeau, une canne, parfois il y en a même qui ont des gants, puis c'est en plein été, là. Tu le vois que les femmes se promènent à côté d'eux, puis ils n'ont pas de manteau. Fait que on voit que c'est soit l'été, c'est probablement l'été, il fait beau. Fait que les femmes sont toutes en robe, puis tu sais, sont bien habillées. Tu vois pas ça des culottes déchirées dans la rue, puis avec des piercings. Non, tu vois, il n'y a pas ça dans ce temps-là. Donc, on a eu une évolution de la mode vestimentaire et, disons, aussi faciale. En tout cas, comme tu dis, là, les piercings, puis tout ça, là, elle t'envoie des fois avec des tatouages. On en voit à cette heure pas mal plus qu'on en voyait. Il n'y en avait pas tant que ça. On voyait pas de femmes tatouées avant. Puis aujourd'hui, là, c'est régulier. Si t'es pas tatoué, t'es pas dans la gang. T'es pas dans la gang, tu comprends? Fait que les signes religieux, c'est bien une valeur, mais là, c'est ça chez vous. Et puis au Québec, on n'était pas habitué. On envoyait. Moi, je suis de Montréal. Je peux parler plus que toi parce que toi, t'étais Québec. Rive-Sud, Charny. Tu sais, t'envoyais pas bien des immigrants, tu voyais pas ça bien dans ton coin, toi, là. Puis François, quand je parle à des gars de ton âge, de votre jeunesse, là, 14 jusqu'à 25 ans, là, toi, là, tu t'es battu peut-être 4, 5, 6 fois. Parce que c'est des quartiers rough, vous vivez dans un milieu... moi, là, j'ai jamais vu des bagarres puis tout ça chez nous. Là, dans ma jeunesse, là, j'en ai peut-être vu 2, 3. Mais des gars que je parle de mon âge qui vivent à Montréal, vous avez vécu ça plus que nous autres, là, la dualité entre les groupes et tout ça. Ouais. Moi, je suis dans Rosemont. Hein. Dans Rosemont, c'est pas mal francophone. Dans l'est de Montréal, c'est pas mal francophone. Il y avait les Italiens qui parlaient anglais, qui allaient à l'école anglaise. Puis, tu sais, c'était toute une rivalité, école française, école anglaise. Parfois, ça se battait. Mais pas trop, tu sais. Mais ce que je veux dire, c'est que les signes religieux, on n'a pas été élevés là-dedans. Non. Oui, il y a eu les prêtres puis les religieuses là, qui avaient leur habit respectif, puis ils les ont enlevés. Oui. Toi, ta tante est morte avec ça sur la tête. Oui. Mais en quelle année? Je sais pas quelle année elle est. En 95 qu'elle est morte à peu près, ma tante Marion. Bon, 95? Oui, à peu près. OK. Ben, elle a eu ça jusqu'à la fin de ses jours? Jusqu'à la fin de ses jours. Bon, mais ça, c'est une vraie religieuse là, qui était, qui était disons, je dirais peut-être pas extrémiste, là, mais je dirais... écoute, François, à l'époque, il y avait tout le temps un membre de la famille qui était dans le clergé, au moins. Ben, les bonnes familles, oui. Puis elle, c'était l'élu de la famille. C'est elle qui a sauvé, là, qui les a tous emmenés au paradis grâce à elle. Mais une fois que ces gens-là ont retiré leur habit on peut utiliser de la parole, non? Je sais pas. Non, c'est pas, hein? En tout cas, leur costume religieux. Ouais. Ben là... On peut dire que depuis, ça c'était en 1970 à peu près, moi j'étais allé à l'école chez les sœurs, puis les sœurs étaient même pas habillées en sœurs. Oui, il y en a, ils étaient habillés en sœurs, chemise blanche, jupe bleue, là, mais tu sais, il y avait pas de... Il y en avait pas beaucoup qui avaient leur cornet, là, sur la tête. Là. Bon, donc, à partir de 1970-72, là, jusqu'à, je dirais, 2000. On n'en voyait pas bien de femmes voilées au Québec, à Montréal. Là. Non. Mais à partir de 2001, donc, le 11 septembre, là, là, on a commencé à en voir pas mal. Et puis, il y en avait déjà un peu, là, mais là, on a commencé à en voir pas mal plus. Donc, ça fait 20 ans. Et puis, ça fait pas partie de notre culture. Non. On vous dira ce qu'on voudra. Votant à Rimouski, il n'y en a pas. Votant à Amos, il n'y en a pas. Votant à je sais pas, moi, à Jonquière, il n'y en a pas. Non. Puis votant à Trois-Rivières, il n'y en a pas. Il y en a seulement qu'à Montréal, puis... Ça change le visage de notre société, puis on n'en veut pas de ça. Puis ici, on n'en veut pas de ça. La plupart des Québécois n'en veulent pas. Regarde le sondage de la laïcité de François Legault, c'est à 65-70 %.
Puis ça vise qui, ça? Ça vise la religion musulmane. On dira ce qu'on voudra. Ben oui, ben oui. On va être honnête ici à radioinfocité.com. C'est pas parce qu'on le dit qu'on est plus de droite. Ben non, ben parce non. qu'on est honnête, bon. Ben oui. Les autres veulent pas le dire. Ils veulent pas le dire, Jack Meeting. À Radio-Canada, j'écoutais ça. L'autre fois, j'écoutais puis les analystes, puis ils disaient... Ils trouvaient toutes les raisons, là. Ils inventaient des raisons pour la descente du NPD. Puis moi, il y en a une raison. Il n'y en a pas deux, puis trois. C'est son turban. C'est ça qui marche pas. On dira ce qu'on voudra, là. Puis l'autre affaire qui essaie de nous faire croire que c'est un libre choix. Oui, peut-être dans un contexte québécois, parce que il y a des communautés qui l'imposent, il y a des pères qui l'imposent à leurs filles, que ce soit au Québec, en Ontario, on le voit, les Chafia, il a tué ses filles parce que et puis je dis pas que tous les musulmans c'est des Chafia non plus, on s'entend bien clairement là-dessus, là, faut être très délicat là-dessus. Oh oui. Quand tu vois une petite fille de 5 ans porter le voile, puis qu'ils te disent que c'est un choix, il y a un problème. Quand tu vois qu'il y a des rencontres d'organisation les samedis matins dans les écoles pour une cérémonie du voile, là, à un moment donné, là, faut que tu lances, allumes une lumière rouge, tu dis, wow, là, c'est assez, là. Il faut pas, Puis l'autre chose, moi, que j'ai vu, parce que tu sais que j'enseigne, j'ai des amis qui sont enseignants, puis qu'on me parle un peu, à l'intérieur de l'école, comment ça se vit, ça, des gens qui ont des voiles, des petites filles qui ont des voiles. Puis moi, j'ai eu des commentaires de certains profs d'école que les petits gars sont élevés dans une culture où, à l'école, quand ils voient une petite fille musulmane qui savent qu'elle est dans leur communauté, puis ils voient une petite couette de cheveux passer du voile, t'as 3-4 petits gars musulmans qui arrivent à côté de la petite fille puis qui commencent à rire d'elle parce qu'on y voit un cheveu. Donc, moi, je veux me mettre dans la peau de ces petites filles-là aussi. Je suis pour la loi 21, mais je vais te donner un exemple. En Guadeloupe, les filles, elles se promènent pas de top. Ma mère, qui est pourtant très pudique ici au Québec, tu y verras pas les seins, quand elle allait en Guadeloupe, toutes les femmes, elles se promenaient pas de top. Fait que ces plages, ma mère, quand elle allait en Guadeloupe, elle enlevait son top. C'était le... Mais ici, là, si t'attribues une sensualité au sein, là, puis tout ce qu'on a, tu vois pas de femmes se promener les seins à l'air ici au Québec. Mais toutes les plages en France, puis en Guadeloupe, puis en Martinique, ça c'est certain. Mais je peux comprendre une petite fille musulmane qui fait rire les petits gars musulmans qui la regardent puis qui trouvent que les cheveux c'est sexuel. Puis eux, là, sont quand même dans une communauté, François. La petite fille qui enlève son voile, c'est-tu comme si on y voyait les seins? Parce qu'on a érotisé les cheveux. Pour un musulman, si je vois tes cheveux, c'est parce que c'est juste que dans les maisons privées qu'ils enlèvent leur voile, puis ils peuvent être vus par leur mari puis leurs proches, là. Dans la famille, peut-être. Oui, puis ça a une connotation sexuelle aussi. C'est ça qu'on trouve spécial. Qu'on incite les petites filles pour être plus proches de Dieu, de se voiler. Puis il y a beaucoup aussi, on entend des filles qui ou des imams même qui disent ça existe pas dans le Coran de vouloir voiler les femmes. C'est même pas dans la religion. Donc c'est des groupes intégristes qui ont développé ça et c'est devenu un signe politique. Sans être un grand spécialiste de tout ça, on a assez lu là-dessus là, pour savoir que quand ils prennent l'espace public, là, c'est les autres femmes qui deviennent minoritaires, qui le portent pas, que là, il y a certains quartiers. Hey, on me dit qu'en Suède, les filles, les blondes, se teignent les cheveux en brun. Parce que tu sais que les films 3X qu'on écoute dans les pays sous-développés, là, c'est la plupart des blondes. Fait que quand les nouveaux immigrants arrivent à quelque part... Tu veux dire pays sous-développés? Ben, l'Amérique, l'Afrique, là, puis tu sais, le Maghreb, tout ça. J'ai écouté, j'aimais ça, moi, puis j'aimais ça, des films érotiques, des blondes, j'aimais ça, des blondes. Oui, mais tu comprends que les autres, ils se font un imaginaire, là, puis ils arrivent ici en Occident, puis là, ils disent, tabarnouche, toutes les filles, je l'ai vu, j'ai vu des films, c'est toutes des blondes, puis ils ont toutes l'air aimé ça, puis ils sont 4 gars dessus, puis elle a l'air aimé ça, puis tout. Fait que là, ils arrivent ici, puis parce qu'on sait qu'ils consomment beaucoup de produits, même s'ils se disent très religieux. Puis il y a des femmes en Suède qui sont rendues qui se teignent en brune pour pas attirer l'attention. Puis qu'il y a des quartiers en France, on le sait, des no-go zones, où c'est la religion, l'imam du quartier qui mène le trafic de drogue, la prostitution, puis tout le kit. Donc, ça amène une société là qu'on veut pas se voir développer ici. C'est simple. Puis,
là, on leur donne l'occasion. On a-tu proposé l'écartèlement de ceux qui portaient le voile? On a-tu proposé ceux qui étaient contre le projet de loi de les expulser du Québec? Ils ont le droit encore de faire des manifs à Montréal pour qui sont pas mal moins dérangés que la vague bleue qu'on a bloquée pour qu'il n'y ait pas trop de monde qui vienne à cette manifestation-là. Charkaoui a fait une manifestation en toute liberté, puis il n'y a pas personne qui a tiré de roche, il n'y a pas personne qui a essayé de l'assassiner, puis pourtant, ça nous a tous insultés, qui nous... ont tous les mythes qu'il a sortis dans cette manifestation-là. Donc, on veut pas ça au Québec. C'est quoi que ça... Qu'est-ce qui va nous rendre meilleurs? On nous a mis devant un défi, depuis, tu l'as dit, depuis 2000, là, on envoyait quasiment pas de musulmans. Moi aussi, à Québec, là, j'ai enseigné avec un gars qui était musulman. Il venait au party le vendredi. Il buvait pas de boisson, par contre. Il était quand même... Mais on n'entendait jamais parler, puis c'était pas lui là qui exigeait d'avoir une salle de prière, puis tout. Mais là... Il était tout seul. Ben oui, puis il était tout seul. Puis, quand tu commences à être 7-8, là, tu l'exiges. Quand tu es 7-8, t'es plus fort un peu. Tout seul, tu restes dans ton coin. Oui. Puis, il y en a beaucoup aussi qui comprennent pas, qu'il y en a plusieurs de la communauté musulmane qui n'osent pas s'afficher pour nous autres. Ça, c'est une chose que je réalise avec le débat de la loi 21. Moi, je trouvais que M. Nantel, entre autres, il était un petit peu naïf de dire que les nouveaux arrivants pourraient même voter dans l'ordre du 30% pour l'appui au Québec, l'indépendance du Québec. Ouais, je trouve ça fort un peu. Ça, là, mais quand tu regardes la laïcité, il y en a une couple là, qui sortent, là, mais ces gens-là, des communautés, il faut quand même comprendre qu'ils ont une pression, là. Les Franco-Québécois qui ont été vivre aux États-Unis, là, qui pratiquaient pas leur religion, ben eux autres aussi, ils étaient stigmatisés dans les communautés françaises en Amérique, au Connecticut puis tout ça. Il y a des prêtres qui venaient du Québec qui allaient prêcher là-bas pour essayer de garder les Canadiens français puis catholiques aux États-Unis. Puis ils se sont intégrés en trois générations. Ils parlent plus un mot français, puis la religion catholique, ils l'ont très loin. Ben moi, mes cousins. Puis c'est ça qu'on souhaite pour les musulmans. Nous autres, on est prêts à nous accueillir, mais ils doivent comprendre que on veut pas développer la religion ici au Québec. On l'avait mis de côté, on la gardait comme. Mais là, plus ils en parlent, plus on devient. Je sais pas si c'est toi la même chose. Plus ils veulent nous enlever nos signes. Plus tu y tiens, là, tu dis, wow, attends un peu, là, tabarnouche, je sais quoi vous voulez faire. Puis l'affaire de la laïcité, François, moi, il y a une chose, je me méfie, par exemple. Dans 5 ans d'ici, on va se ramasser, ils vont avoir enlevé le crucifix. Ils vont avoir gardé les signes anglicans. Puis la religion, le nouveau gouvernement qui pourrait rentrer là pourrait refaire une loi qui permettrait qui a l'obligation de ne pas porter les signes religieux. On pourrait... Donc là, on se retrouverait au bout de 5 ans, plus de crucifix, puis... Sont-ils en train d'en profiter? Ouais, ben là, commençons par adopter la loi. Là. Oui. OK. Puis le débat sur le crucifix n'est pas fait encore. Non, ça, c'est pas fait encore. Mais le gouvernement a dit si le projet de loi est adopté, il enlève le crucifix. En quoi le crucifix a influencé les décisions politiques depuis 50 ans? En rien. Puis ça tient à Manon Massé épouvantable, puis à la gauche de l'enlever. Oui, ça tient. Oui, mais c'est parce qu'eux, ils en font une maladie. Ah oui? Ils haïssent l'Église catholique. Fait que pourquoi moi j'en ferais pas une pour la garder? Ouais, Puis je tiens pas plus, là, François. Je tiens dans la mesure que c'est un signe de mémoire. Moi, à la maison, chez nous, là, Carl, j'ai un crucifix, un crucifix dans toutes les pièces. Oui, j'ai remarqué ça. Toutes les pièces. Oui. Fait que, regarde, j'assume. J'assume, et puis... mais, il faut se rendre compte, là, que... Bon, là, on est à quoi? 1 mois, là, de l'adoption du projet de loi, là, à peu près, là. Et puis, pour le moment, je trouve, là, que depuis... Bon, là, il y a eu les 2 semaines de comparution, là, de dépôt de mémoire, puis là, on commence à étudier le projet, le projet de loi. Et je trouve que ça s'est relativement bien passé. Oui, il y a eu manifestations, des propos... Puis je trouve que ça... Ces manifestations en début, là, il y a à peu près 1 mois, là, de Charkaoui, puis le maire de... Ça a bien parti, le débat, hein? Le maire de, comment c'est? Amstead. Monsieur Steinberg. Ça a bien stimulé, ça a bien parti. On a vu dès le début où ces gens-là se logeaient. Voilà. Hitler,
Là, c'est la petite députée là, de Civil-Saint-Laurent. Andropoulos. Ségrégation. Elle va peut-être gagner le prix Stenbeu ce soir. Ouais, ben là, c'est Elle a de l'avance. Elle n'a aucune compétition cette semaine avec. Elle est forte. On s'entend, elle est forte. C'est en avance pas mal. Il y a la présidente des Fédérations des femmes du Québec aussi. Là. Je sais pas son nom, là, j'oublie son nom. Mais elle qui a dit que c'était des méchants capitalismes, de la folie. Ils le savent qu'il existe le prix Stenbeu. Ils se chicanent à savoir que c'est qui va le gagner. Je pense qu'ils savent. Ah ben oui, là, tu le vois, ça peut... T'es malade, toi. Non, non, mais... Et, moi, j'y décerne à... Comment ça s'appelle? Andropoulos? Andropoulos. Ouais. Qui est la fille qui a été séparée à la naissance de Alice Cooper. Ah oui, c'est sa sœur. Ben oui, c'est... Puis j'attends, là. J'attends qu'un auditeur me fasse un mème. Tu sais, c'est quoi un mème, là? Une photo que tu modifies, là. Ouais. Puis qu'il a maquillé en Alice Cooper, Andropoulos. Je fais un appel à tous les auditeurs, s'il vous plaît. Bien. Oui. Peut-être que Martin Joseph pourrait nous faire ça, il est bon là-dedans. Ah oui, puis je te rappelle la campagne électorale à Québec de la mairesse Boucher, où André Arthur l'avait comparé à Alice Cooper. Et toutes les pancartes à Québec avaient été dessinées des faces de Mme Boucher en Alice Cooper. Ça avait été tellement il était drôle. fort, André Arthur. Hein? Ah ouais. Fallait y donner, là. Il y avait de l'influence, c'est pas à peu près ce gars-là. J'ai jamais vu un animateur de radio avec autant d'influence. Ah. Écoute, il a comparé à Alice Cooper, toutes les pancartes électorales sont peinturées à Alice Cooper. Ah oui. D'André Boucher. Puis lui, là, quand il s'est présenté, là, comme indépendant, aucune pancarte. Aucune pancarte. La mairesse Boucher, quand elle a gagné la deuxième élection après son passage d'Alice Cooper, là, André Arthur est revenu dans ses bonnes grâces, puis il l'a appuyé pour l'élection qui est morte là, sur son mandat. Et Mme Boucher, elle non plus, aucune pancarte. Donc, moi, j'ai participé à Citoyens au pouvoir. Là, tout le monde voulait avoir absolument des pancartes parce que pour flatter l'ego de ton candidat, c'est le fun d'avoir une pancarte. Hein? Tu la gardes après sans souvenir dans ton garage, puis tu dis, regarde à mes enfants, papa, il a été... candidat, c'est ton cadre là, qui officialise que tu t'es présenté. J'en ai, moi, une. Moi aussi, j'en ai une. Je vais te la poser, mais que j'aille à Québec. Hein? Je m'étais présenté en 2001 au municipal contre Garon. Ils sont plus là, tes pancartes? Là. Non, mais j'en ai gardé une dans le garage de ma mère. OK. Puis je te poserai ça, tu vas voir, candidat indépendant là, dans le quartier numéro 5. Oui, mais moi, j'ai mis mon nom juste pour comme poteau. Là, okay. Mais je m'étais fait quand même des pancartes parce que je me suis dit, des pancartes, des petits cartons que c'était Martin Joseph qui me les avait fait. Okay. Et puis, il y a 7-8 ans. Tu étais présenté dans quel parti? Dans Villeray. OK. Au municipal? Oui, pour brûler, Michel Brûlé, pour Montréal français. T'sais. OK. Ouais, aucune chance. Là, je sais, j'avais aucune chance. J'ai eu 200 votes. T'sais. Mais mon frère jumeau, par contre, lui, il s'était présenté dans Rosemont à la même année. Ouais. Puis, comme maire d'arrondissement. Fait que là, moi, je m'étais dit, il va y avoir 300 votes, 400 votes, maximum 500 votes. Mais il a fait du hockey pour les comités des jeunes de Rosemont. Fait qu'il était connu un peu. Il était connu un peu. Il y a eu 3000 votes. C'est bon. 3000. Wow. Je capotais. Je dis, voyons donc, 3000 votes. Bon, as-tu des un commentaire sur le clavardage, là, c'est monsieur... il disait que la laïcité, ils l'ont adopté en France, puis c'est le chiard. As-tu vu, ça n'empêche pas d'avoir des zones en France où tu peux plus circuler, que c'est les imams qui mènent. Ça, écoute. Puis ils ont une loi sur la laïcité. Oui, tu peux pas être à l'abri de ça. C'est pour ça, je te dis, on pense là que quand ça va être adopté au mois de juin, que tout est réglé au Québec. Attention, là, ça empêchera pas. Non, mais sauf qu'il va y avoir quelques balises, puis on va avoir gagné un combat. C'est ça. Ça, on n'est pas habitué à ça. C'est ça. Au moins, dans les écoles, on va avoir gagné. On est habitué de perdre tout le temps, nous autres, les Québécois. Ouais. Donc, on va avoir gagné un combat. Mais là, je tiens à te dire une chose. Là, j'ai appris une bonne nouvelle aujourd'hui. On n'est pas des mauvais perdants, en tout cas. Non, on n'est pas des mauvais perdants, on peut être dedans. C'est ça. On est habitué de perdre, on est habitué. Regarde, on a encore perdu. Ouais. On est habitué, c'est comme les qui ont au club dans un sport et disons, les Canadiens, là, c'était il y a 2 ans, 1 an, là, puis même encore là, ils font pas les éliminatoires. Tu es habitué. Hey, c'est pas le premier ronde, tout le monde va fêter. Le premier ronde. Hey. Fait que, tu es habitué. Hey, cette année, là, ils ont les animateurs de Montréal, là, au Forum au Centre Bell,
ont donné des ovations debout. Au dernier match. Au dernier match, ça finissait plus, l'ovation debout. Ils n'ont même pas rentré des éliminatoires, puis ils ont trouvé qu'ils ont fait une belle saison, enlevante, extraordinaire. Ils n'ont même pas fait des éliminatoires. Quand je te dis que la course slide fait des ravages à Montréal, là, regarde, il s'en boit beaucoup trop. Donc, ça va être une victoire. On va avoir gagné quelque chose. C'est Mathieu Bock-Côté qui disait ça va être la plus grande victoire depuis le référendum de 95. Je sais pas depuis le référendum, mais parce qu'on l'a perdu, mais disons, je comprends ce qu'il voulait dire, Mathieu Bock-Côté, c'est pour, mettons, se situer dans le temps. Donc, ça va être une grande victoire. Mais là, il va en avoir une autre victoire lundi. Puis pour ta victoire, là, je veux pas te décevoir, là, mais t'as vu le livre d'Astérix, la bande dessinée, là? À un moment donné, il y a un roi là, qui voulait avoir de la potion magique. Puis le grand druide, il fait goûter de quoi qui n'est pas de la potion. Puis là, il vient pour prendre un gros caillou, pas capable de lever le gros caillou. Le moyen caillou, parce que là, il vient de prendre de la potion magique. Le moyen caillou, pas capable. Là, il pogne le petit caillou, puis là, il le lève dans les airs, puis il dit victoire. Il est certain d'être très fort à cause de la potion magique. Puis il en a même pas pris. Puis il y a un petit caillou. Fait que notre victoire du 21, là, c'est le petit caillou. Là. On lève le petit caillou, mais... Mais non, mais il y a encore bien des combats à gagner. Puis celui-là, tu sais, ça n'empêche pas qu'il va y avoir, qu'il y a déjà des ghettos. Il y a déjà des ghettos. Ben oui, il y a des cafés à Montréal. Puis ça, j'ai un de mes chums électriciens que je tiens à y parler à soir, là, Stéphane Jacques. Il me dit, Carl, puis ça, c'est un fédéraliste. Il dit, Carl, quand, là, parce qu'il y a une fille, il dit, quand ma fille pourra pas aller dans tous les cafés à Montréal, il dit, moi, je me lève, puis il dit, je vais y aller dans ces places-là, puis je vais faire le ménage. Ouais, ben, mais il devrait commencer à le faire tout de suite. Parce que ça existe déjà. Ça existe déjà. Ben oui. Sur la rue Jean-Talon, il y a les femmes ne sont pas servies quand elles vont dans les cafés. Tu sais, ma femme est allée. Ouais. Ils ne servent pas. Elle est où, Manon Massé, là-dessus? Oh. Elle est où, Gabriel Nadeau-Dubois? Ça, là, c'est des manches de marde, ça. Voyons donc. Eux, là, c'est pas grave. Les femmes, là, ouais, le foulard sur la tête, les femmes soumises, c'est pas grave. L'important, c'est les minorités. Ouais. Les minorités, ça, c'est bien important. Nous autres, on travaille pour les minorités. C'est bizarre, ils travaillent-tu un peu pour la majorité, eux autres, là? On peut-tu travailler un peu pour la majorité aussi? Là? Ben non, parce que c'est juste la minorité qui arrive sur l'île de Montréal. C'est des spécialistes des minorités. Ben oui. Rester minoritaire. Ouais. C'est ça que je dis. Par contre, je te dis, il y a eu une victoire. On devrait avoir une victoire. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais lundi, Journée nationale des Patriotes, là, il y a une vraie victoire. Le drapeau des Patriotes, Carl, va flotter sur le Parlement du Québec. J'ai entendu dire ça, oui. Oui, monsieur. Ça va être la première fois depuis l'histoire du Québec que le drapeau des Patriotes va flotter sur l'édifice du Parlement à Québec. Ça, c'est quelque chose, mon Carl, là. Écoute, il faut qu'on prenne... Il va falloir que les journalistes le filment ça. Ben, les journalistes... François, les photos qui se prennent de ça pour le faire encadrer. Écoute, c'est quelque chose. Que notre premier ministre Couillard ait osé salir la réputation des Patriotes à l'époque. Quand il a associé ça à pas des révolutionnaires, ceux qui font des attentats, là, comment on dit ça? Des terroristes. Qui a comparé des patriotes à des gens qui ont utilisé la violence pour faire avancer leurs idées politiques. C'est tout le contraire. On a utilisé dans les années 30, 1830, toutes les voies démocratiques. On leur a envoyé des résolutions au roi d'Angleterre pour qu'il nous réponde. Il nous a répondu par 10 résolutions de Lord Russell. C'est ce que j'apprenais dans mes... On a tout essayé. Puis que mon Couillard, ces grands ignorants-là, il l'a-tu fait par ignorance ou ben Non, par méchanceté. Méchanceté envers les souverainistes. Oui, mais si t'as pas réussi à comprendre c'était quoi les patriotes, puis que tu dis que c'est juste des militaires ça. Qui ont voulu du trouble, c'est pas vrai, c'est pas ça pantoute. C'était pas des militaires, non. C'était des agriculteurs. Mais c'est ça que Couillard a essayé de nous faire croire, là, 2 ans, quand il avait refusé de hisser le drapeau des patriotes. Bon, mais là, le PQ a fait une motion, là. Aujourd'hui, pour appuyer... non pas pour appuyer, pour proposer qu'on hisse le drapeau des Patriotes sur le Parlement, une des tours du Parlement à Québec. Ça a été appuyé à l'unanimité, même les libéraux auraient appuyé, c'est ce que j'ai appris un petit peu plus tard en journée, et que lundi, il va flotter pour la Journée nationale des Patriotes. Bravo, puis je pense que c'est un moment historique, parce que ça va être la première fois que le vert, blanc, rouge va flotter sur le Parlement à Québec. Et ça, c'est une grande victoire là, pour l'histoire du Québec et les gens qui, pour eux, les patriotes, c'était des terroristes. Hein? Ben des oui. terroristes ou des
révolutionnaires, puis des fouteux de troubles, là, ils vont être reconnus, là. Et c'est l'unanimité. Bon, depuis 2003, je pense que c'est depuis 2003 que Bernard Landry a fait adopter cette... la journée des Patriotes. Ils ont remplacé la fête de dollars. Puis de la reine. Puis de la reine, là, pour la fête des Patriotes. Ouais, ça fait que là... Il était temps. Et dollar, je l'aime bien, dollar, là, mais accepter que ça rallie pas autant de monde que les Patriotes. Non. Les Québécois s'identifient beaucoup plus aux Patriotes, 37-38, et les jeunes aussi, puis plein de gens au Québec, pour eux, l'histoire des Patriotes, c'est quelque chose, ça veut dire quelque chose. Tandis que dollar, c'est plus une légende, mais je dis pas que l'histoire n'est pas vraie, là. Ouais. Mais... enfin, les Patriotes, ça rallie beaucoup plus de gens. Et Bernard Landry a frappé dans le mille quand il a modifié la loi et qui a proposé et instauré la Journée nationale des Patriotes. Et en 2019, 16 ans plus tard, le Parlement. Puis là, ça va probablement être une tradition que toutes les Journées nationales des Patriotes, on hisse le drapeau des Patriotes sur un des mâts du Parlement. Fait que moi, je trouve que c'est... Moi, je trouve que c'est... je vais ressentir une grande fierté lundi quand je vais voir ça. Écoute, c'est René Ricard à l'émission un soir cette semaine qui nous faisait réaliser ça, qui me l'a répété. Je l'avais oublié, mais... C'est vrai que les Québécois, les Canadiens français à l'époque, on les a complètement démantelés dans les années 1830. Jusqu'à 1960. Puis il nous a même dit aussi, c'est vrai qu'à la conquête, toutes nos élites ont quitté. Donc on s'est ramassé un petit peuple là, de travaillants, de fermiers, de coureurs des bois. Quand tu regardes l'histoire, là, Carl... C'est un miracle qu'on soit là, qu'on se parle en français encore. 1760, OK? 1760, les élites ont quitté. Oui. Il est resté ici des prêtres. C'est ça. Et des paysans qui n'avaient pas le moyen de retourner l'autre bord. Oui, les paysans, donc les colonisateurs. Les colonisateurs qui étaient déjà là avant, il faut le dire. Là, Montréal était quand même là, 1760. Montréal était en 1642, donc 120 ans avant. Ouais. Et 118 ans avant. Et Québec, 1608, ce qui fait que ça, c'est encore plus longtemps. Ouais. Donc, il est resté ici le bas clergé. Ouais. Et, comme tu disais, les paysans, puis les quelques médecins et notaires et avocats, mais très notables. Ouais. Quelques notables. Mais, ça, c'est 1760. C'est pas très long après le 1760, l'affaire des Patriotes. Là. Mais non, c'est 70 ans après. Oui. 70 ans, là, il peut y avoir quelqu'un là, qui vit vieux dans ce temps-là puis qui a connu les deux batailles. Là. Oui. OK? Tu as 10 ans, tu nais en 1750. Tu vis, mettons, à Québec. Oui, c'est vrai! Oui, je sais, tu me le dis souvent, ça, que y a les générations, on peut pogner du monde qui ont quasiment vécu l'événement. Tu vis à Québec à 10 ans. Ouais. Bon, Québec, en 59, fait bombarder. C'est ça? Oui. La famille se pousse. Ils s'en vont. Ils vont vivre plus vers l'ouest. Ouais. Donc, disons, à Saint-Charles-sur-Richelieu ou à Saint-Eustache, disons. Là, ce petit gars-là, lui, il s'en va à Saint-Charles ou à Saint-Eustache en 1760. 70 ans plus tard, lui, il a 80. Oui, il a vécu les deux. Et là, il est rendu à 87. Puis là, il voit là, son église à Saint-Eustache se faire bombarder en 1837. Il meurt, disons, à l'âge de 90 ans. Puis là, à 90 ans, il y a une belle petite jeune fille qui vient puis qui l'excite. Il fait l'amour avec. Puis qu'elle a 20 ans, la petite fille. Parce qu'elle est tombée en amour avec le petit vieux. Ça arrive, des affaires de même. On peut pas empêcher le cœur d'aimer. Oui. Fait que là, il y a un petit bébé en 1840. Puis là, le petit bébé-là, il naît en 1840. Puis il meurt à 90 ans. Un père qu'il a connu, ouais. Il meurt à 90 ans parce que son père est mort vieux. Ouais. C'est dans l'ADN de la famille. Et là, il meurt en 1930. Ouais.
1930. Mon père est né en 1927. Puis 2 ans avant de crever, lui, à 93 ans, Aussi, il pogne un autre. Mais c'est de famille. Petite fille, c'est de famille. Il attire les jeunes. Ça fait qu'il attire les jeunes, Ouais. puis ils ont un beau physique. Ouais. Tu sais, ils ont eu l'avantage d'avoir un beau visage, puis un corps athlétique. Donc, ça arrive, là, mais bon. Fait que là, lui, son petit jeune, lui, qui naît en 1930, il vit encore de 90 ans. Fait qu'il vient de mourir, ou bien il va mourir cette année. Ouais. C'est un petit-fils, son grand-père était patriote. Mais, tu sais, que le 77 ans qui s'est passé en 1760, puis 1837, là, c'est pas long, ça, dans l'histoire d'un peuple, 77 ans. C'est même pas 100 ans. Fait que là, les gens en 1830, ça s'est préparé d'avance, là, 1837, là. C'est leur grand-père, leur père qui était en 1760, ou leur grand-père, là, ça va pas plus loin que ça, là, 2-3 générations, là. Ils ont connu le 1760, ils ont connu le bombardement de Québec. Fait que, ils ont ça frais dans la tête, eux autres, là. Fait que, puis là, après 1840, 1837, il y a le Parlement 10 ans plus tard. Puis là, il commence à naître des gens qui sont décédés dans les années 1930, 40, 50. Ouais. Si tu regardes le chanoine Gros, il est né, je pense, chanoine Gros, en 1878. Je pense, là, je peux me tromper, là. Puis il est mort en 1867. Tu as 90 ans passé, le chanoine Gros. Fait que, entre toi et moi, là, c'est pas long, là. Ça se recoupe les générations. François, fait que là, ouais. on a le drapeau des patriotes qui va flotter sur le Parlement. Moi, je vais sentir, je te dis, une grande fierté. Puis, c'était un combat. Parce que quand Bernard Landry a décrété là, que la Journée nationale des patriotes, on n'était pas beaucoup qui organisaient des assemblées, là, des activités pour animer cette journée-là. Là. Il y en avait peut-être 15, 18 assemblées la première année, puis ça a tombé la deuxième année, 36. Puis Gilles Laporte a travaillé bien fort là-dedans. Un gars comme Martin-Joseph Lamontagne, il était dans les premiers à organiser de quoi, là. Moi aussi, là, moi, Martin, là, on était dans les premiers, là. On a invité, puis on a même Martin... a regardé une affiche qu'il m'a envoyée hier ou avant-hier, puis c'était la première ou deuxième année. Là. Fait que, puis là, aujourd'hui, c'est rendu avec 50-60 activités. Puis le gouvernement a demandé aujourd'hui, dans la motion là, parlementaire, de demander c'est 1967, Chanoine Gros. Tu disais 1867. Non, c'est au 20e siècle. Il est né en 1878. Puis il est mort en 1967. Oui, c'est un 20... 90 ans, là. Ouais. C'est vieux, là. Oui. Fait que lui, il a connu les 2 siècles, puis en 1878, là, mettons que lui, il était bien... il était amant d'histoire, et etc. Ouais. Dès son jeune âge, ça fait que pour lui, l'histoire des patriotes, c'est pas très loin. François, quand tu me parles de ça, là, tu me parles souvent de la transmission de la mémoire collective. Hein? Oui, ça, Chanoine Gros, c'en est un. C'est ça. Puis, nous, on est deux qui se préoccupons de ça. Oui. Puis, je pense que... Tous ceux qui nous suivent. Oui, puis tous ceux qui nous suivent. Oui, c'est parce que là, je te parle à toi. Là. Ouais, okay. Parce que je sais que... vas-y, continue. Puis pour nous écouter, il faut qu'ils soient quasiment aussi passionnés que nous autres. Puis, tu nous parles aussi, là, quand tu me fais référence, qu'il y a peut-être des vivants quasiment là, qui ont vécu là, les patriotes, là, parce que c'est pas beaucoup de générations, en fait, qui nous séparent de ça. Non. Donc, c'est la transmission de cette mémoire-là qui nous préoccupe. Quand on v'là 2 ans, Couillard a essayé de nous faire passer les patriotes pour des terroristes, mais c'est pas c'est important de réhabiliter cette histoire-là, puis là, un événement comme ça aujourd'hui, ça nous rassure. Parce que là, les commentaires que j'avais entendus de Couillard là-dessus, là, c'est qu'on veut refaire l'histoire. Puis on s'en est parlé, ça c'est le fun là, à l'émission, ça fait une couple de fois qu'on s'en parle. L'histoire appartient aux gagnants. René Ricard le dit, c'est les gagnants qui écrivent l'histoire. Puis ça c'est partout. Donc nous autres, faut pas oublier qu'on l'a perdu, puis qu'on devra se battre tout le temps pour que cette mémoire-là redevienne. Tout à fait, elle va repartir. Puis René Ricard, ce qu'il nous a dit, puis qui m'a fait réfléchir beaucoup cette semaine. J'ai bien aimé ce monsieur-là. Okay? Je l'ai trouvé très posé, puis très réfléchi. Je l'avais rencontré une fois à la Société Saint-Jean-Baptiste quand Martin a fait un spectacle. Il était venu avec Mme Massé.
Massé. Massé. Marie Massé. Marie Massé. Et je les avais observés, les deux. Ah oui. Et je les avais trouvés sérieux. Puis là, hier, avant-hier, là, on a parlé à M. Ricard. Puis j'ai trouvé que c'était un homme très posé. Puis j'ai bien aimé sa prestance, son attitude. Tu sais, quand on dit sa prestance, là, dans son attitude, ses propos qui étaient... Toujours songés. Songés et posés. Oui. Réfléchis. Moi, très beau ton. J'ai rien à dire sur ce monsieur-là. Je trouve que il est... Puis quand il disait que toute cette... disons, cette honte des patriotes, ça a duré jusqu'en 1960. Oui. Hey, c'est 130 ans, là. Ça aurait pu disparaître. Ouais. Ça aurait pu disparaître. Par contre, il y a eu les chanoines grous, là. Lui, ça a bien aidé. Là. Oui. OK, ça a bien aidé, puis il les a mis en valeur, puis il y a des sculpteurs comme Alfred de la Liberté, Louis-Philippe Hébert, deux grands sculpteurs québécois qui ont produit des sculptures de Papineau. Le monument des Patriotes au pied du courant, je pense que c'est Alfred de la Liberté qui l'a fait, le beau monument en bronze. Là. Ouais. Puis là, le RPS a fait un monument pour Louis-Joseph Papineau à Saint-Denis-sur-Richelieu. Il y a eu d'autres monuments de Chénier à Saint-Eustache. Tu sais, il y a des monuments qui sont là depuis fort longtemps et qui... ça veut dire que c'est pas tout le monde qui trouvait ça honteux, l'histoire des Patriotes. Là. Non. Même le petit pianiste André Mathieu, tu sais, l'enfant prodige. Là, ouais. Lui, il était à Paris dans le temps, puis il allait à la bibliothèque, il était petit, puis il allait voir des... Puis là, il trouvait des livres sur les patriotes québécois. Là, j'ai lu son histoire, André Mathieu. Là, il lisait ça, puis quand les patriotes se faisaient malmener, les petits gars, ils serraient des mains, les poignets, puis ils voulaient se battre. Puis il avait 10 ans. André Mathieu, puis on m'a dit que... On a parlé de lui, bizarrement, à l'émission de sport tantôt. Puis il a écrit une de ses premières compositions musicales, l'hymne au Québec, ou une affaire de même. Il a écrit un hymne, lui. Ça a été dans ses premiers prix qu'il a gagné comme auteur-compositeur. Puis on me dit que c'est une version qui dure environ 10 minutes, qu'on pourrait peut-être réduire à 2 minutes et d'en faire... Il n'y a pas de paroles, c'est une composition musicale. Donc on pourrait faire une version d'environ 2 minutes de ce chef-d'œuvre-là. Oh, ouais. Et de mettre des paroles dessus, ça pourrait être notre futur hymne national, parce que faut y penser, là. Ben, André Mathieu, là, il est méconnu, hein. Oui. Ça, c'était une histoire qu'il faut raconter. Puis moi, j'ai été chanceux, j'ai un de ses admirateurs, même celui... Quand il est décédé sur la rue Saint-Denis, à Montréal, près de Mont-Royal, mais un petit peu plus bas que Mont-Royal, je crois, dans un logement, c'est... puis j'ai parlé, c'est M. André, en tout cas, j'oublie son nom de famille, mais je l'ai quelque part, là. Et il travaillait à Radio-Canada, il a été libéré par Radio-Canada pour organiser la visite du général de Gaulle. Et... il m'a raconté qu'André Mathieu a été à Paris, puis ça, j'invente rien, là, c'est lui qui m'a dit ça, André, qu'il y avait le plus grand critique musical de Paris en 1930, il avait 5 ans, donc il est né en 34 à peu près. Il s'appelle Émile Villermoz, le plus grand critique musical de Paris, musique classique, là, oui. Il a dit, Éric Villermoz, je ne sais pas ce qui va arriver avec ce petit gars, mais à âge égal, Mozart n'avait rien de composé ce qu'il est en train de faire là. Aussi fort que ce petit gars-là que j'ai devant moi. Et... En parlant d'André Mathieu, il avait gagné le concours du 100e anniversaire de l'Orchestre symphonique de New York. Et puis, celui qui était dans le jury, c'était un dénommé Albert Einstein. Puis, ça, c'était en 1933-34 à peu près. Et Einstein a convoqué toute la presse new-yorkaise. Et une fois qu'il y a eu toute la presse new-yorkaise devant lui, les journalistes, etc., partout, il s'est adressé à eux. Puis le petit André Mathieu était là. Puis il dit, ça fait des années que vous me demandez c'est quoi un génie. Il a mis ses 2 mains, Albert Einstein, sur la tête d'André Mathieu. Il dit, voici un nouveau génie. Voici un génie. Petit gars venait de gagner. Petit Québécois qui est né sur la rue Sanguinet. Puis Sherbrooke. Au coin. On connaît pas ça, hein? Ceux qui veulent savoir la maison où André Mathieu est né, là, c'est au coin de Sanguinet et Sherbrooke. La première maison sur le coin de la rue
qui fait le côté sud-est. C'est là qu'est né André Mathieu. Et puis, bon, c'est ça. Ben, André Mathieu a composé, il aimait beaucoup les Patriotes, 37-38, André Mathieu, et a composé un hymne national. Et bon, il a composé aussi le Concerto de Québec, qui était extraordinaire. Mais, personne ne sait c'est qui, André Mathieu. Il y a eu un film, tant mieux. Mais pour revenir aux Patriotes, ben, je voulais te le dire, le drapeau va flotter. Très important. Va être hissé. Et, bien, évidemment, tout ça, c'est grâce à Bernard Landry. Hein, Puis au Québec, on n'est pas trop porté sur les signes, hein, sur les significations des signes. Puis on n'est pas très protocolaire non plus. Hein. Puis moi, c'est drôle. Entre autres, là, j'aimerais ça, moi, à ma mort, comme les Américains ont, là. La cérémonie là, qui plie le drapeau là, avec une petite trompette. Là. Ouais, t'aimerais ça ta mort, ça? Ça, j'aimerais ça. Ouais. Si je crève avant toi, j'aimerais ça que tu me prépares ça, François. Ça. Moi, j'aime ça. Ça, je trouve ça. Il y a Victor Charbonneau. Tu connais Victor? Moi, je trouve ça solennel. L'affaire là, du pliage de drapeau, François, Victor, j'adore ça, moi. Il a la technique parfaite, Victor. Ah, ouais. C'est parfait comment le faire. Il sait comment le faire. Je trouve ça solennel au bout, moi. Ah, puis tu remets ça au... Ben oui, tu remets ça à ta femme. Ben oui, puis ça, c'est le drapeau là, que tes enfants gardent, puis tout. Puis l'autre chose qui pourrait... Moi... T'as fait plaisir à ta mort? Je fais de la peinture. Ouais. Je peins de façon amateur. Puis sais-tu pourquoi je fais ça? Non. C'est par désir de vouloir que ma mémoire reste au moins 3 générations. Parce que moi, là, je sais à peine le nom de mes grands-parents. Encore moins mes arrière-grands-parents. Donc, je me dis, si je fais des toiles, puis j'ai 3 gars, puis il y en a sur les 25 toiles que j'ai faites, j'ai un de mes gars qui en a aimé une, puis qui l'a gardée toute sa vie, puis qui la donne à son petit gars. Mais là, je m'imagine, moi, dans 100 ans, devant la toile que j'ai peint, que j'ai un de mes petits-enfants qui va regarder ça, puis ils vont dire, c'est qui ça qui l'a fait? Là, il va regarder le nom en bas, ils vont voir mon nom, Carl. Puis là, il va savoir que son arrière, ou peut-être... J'espère qu'il y a une de mes toiles... de legs. Oui, j'espère qu'il y a une de mes toiles qui va traverser au moins 2-3 générations pour qu'ils voient mon nom Carl, au moins que mes petits-enfants disent, hey, ben, puis là, ils vont peut-être voir. Moi, j'ai beaucoup de drapeaux. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup dessiner des drapeaux avec des paroles de chansons québécoises à travers le drapeau. J'avais vu ça d'un artiste que j'avais vu, une chose, puis j'avais trouvé ça original. Donc, les chansons que j'aime, souvent, je vais faire un drapeau, puis je vais mettre des chansons de la parole, des paroles de la chanson sur le drapeau. J'aime ça. Non, mais c'est parfait, ça fait en sorte que tu enseignes ou tu communiques l'histoire nationale, tu communiques un peu notre présent, puis qui est entremêlé du passé, puis peut-être un peu d'avenir, puis tu sais, c'est comme un legs que tu laisses. Et puis moi, je sais le nom de mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, ça, je suis pas payé là-dedans. Okay. Mais pas tous. Okay. Écoute, il y a les grands-parents de mon père, les arrière-grands-parents de mon père, les arrière-arrière, j'y connais eux autres. Ma mère, j'y connais pas pire, mais tu sais, à un moment donné, c'est pas facile à retenir là, par cœur. J'en connais pas mal, je suis pas pire là-dedans. Mais j'aimerais, en passant, ah oui, merci, Entre ciel et terre, 1707 Sanguinet. Qui est né André Mathieu. André Mathieu, oui, 1707 Sanguinet. Marie où j'habitais, c'est encore... T'as-tu un objet ici de ton arrière-grand-père que tu peux montrer à Félix Aimé puis dire, regarde ça, là, c'est telle affaire que ton arrière-grand-père... J'en ai pas pire. OK. J'en ai quelques-unes. Moi, la seule affaire que mon père a gardée de son père, c'est des chevaux en or avec un horloge, là, en avant du cheval. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Ouais. Ça, mon père, c'est la seule affaire qu'il a gardée de son père, Joe. Mon grand-père s'appelait Joe Brochu. Ça a été un des premiers à avoir une voiture. Parce que moi, je viens d'une famille de commerçants. Moi, je t'en trouvé. Ouais. Je vais te trouver. Puis là, c'est mon frère, mon plus vieux frère Guy qui l'a. Moi, je vais te raconter Mais je trouve que ça veut rien dire. Tandis qu'une toile, je trouve que ça veut dire de quoi. Ouais. Mais quand mon frère, un de mes frères qui s'est occupé de la succession de mes parents. Oui. Qui s'en occupe encore, là, ben c'est fini, là, la succession, mais il s'occupe des papiers là, de mes parents.
il me téléphone et il me dit François, j'ai une caisse de documents de données de la succession parce que j'ai pas de place chez nous. Peux-tu regarder chez vous? Puis, OK, parfait. Puis moi, j'habite dans la maison de mes parents. Tu sais, quand mes parents sont morts, je suis arrangé avec mes frères et sœurs pour que moi, je prenne la maison familiale. Puis d'un commun, tout le monde était d'accord. Fait que j'y prends, mais je suis venu rester chez mon père et ma mère. Ici, là? Oui, ici, là. OK. Fait que là, ils viennent porter leur caisse de documents. Puis moi, je prends la caisse, puis j'amène ça en bas. Puis il y a des filières qu'au début, j'ai voulu jeter. Tout ce qu'il y avait des filières, quand je suis arrivé ici. Puis là, mon frère me dit, jette rien pour la succession. Il y a peut-être des papiers importants, on ne le sait pas. T'sais. Fait que là, j'ai dit, OK, jette rien. J'ai jamais rien jeté. Quand il est arrivé avec la caisse, j'ai sorti tous les documents de la caisse, j'ai fait de la place dans une filière pour mettre tout ça dans le dernier tiroir de la filière. Bon, je mets ça là, puis il y a une enveloppe, comme ça, par hasard, que je sors. Puis j'ouvre l'enveloppe, qu'est-ce que je vois? Des photos de mon père, avec, sur la même photo, le père de Jean-Marc, Philippe Drolet, son père, de chaque côté, et dans le milieu, qui est assis dans le milieu? René Lévesque. Hein? En 1972, 73, dans ce coin-là. Et là, je vois un autre découpeur de journaux, mon père puis ma mère. C'est marqué, là. Hier soir, chez Monsieur Aimé Saint-Louis et son épouse, Denise Saint-Louis, ont accueilli chez eux René Lévesque pour une assemblée de cuisine au 6305 Saint-Denis. C'est là que je suis né. Saint-Denis. Puis là, tout est marqué dans le texte, dans l'article du journal. L'adresse, tout. J'ai gardé ça, évidemment, là. Fait que, tu sais, c'est plein de petits souvenirs comme ça. Puis là, je me suis posé la question, un petit peu avant, mais pendant ce temps-là, que je vais garder les papiers, ne serait-ce qu'une facture que mon père a signée. La signature de mon père. Ben oui. Pour remettre ça à mes enfants. Ouais. Ça, c'est la signature de ton grand-père. Puis eux vont dire, garde une facture de ton arrière-grand-père. Parce que j'aurais aimé ça de trouver, parce que moi, mes arrière-grands-parents, c'est des Grottés. Puis là, moi, mon père m'a parlé des Grottés pendant des années, de la famille Grotté. Puis lui, il n'avait pas vu de Grotté pendant des 60 ans. C'est rare, ça? Grotté, j'ai jamais entendu ça. Oui. Comment t'écris ça? G-R-O-T-H-E, accent aigu. OK. C'est allemand. OK. Ils sont arrivés ici en 1780. Première fois que j'entends ce nom-là. Oui, 1783, je pense. Puis bon, puis ils étaient bien nationalistes. Hein. Ils sont des Allemands qui sont allés en France apprendre le français, puis ils sont emmenés ici après, 1783. Puis je te dis, là, ils ont été présidents de la Société Saint-Baptiste dans le Mais oui, François, on n'est pas dur à aimer, les Québécois. Fait que là, les Grottés, eux autres, c'était des rouleux de tabac, des rouleux de cigares. Ah ouais. Ben, écoute, puis là, ils sont venus riches. Ils ont vendu des cigares. Là. Puis là, moi, mon père me parlait que ses grands-parents Grotté, sa grand-mère Grotté, était la fille d'un bijoutier, puis son frère était d'un cigarette. Tout ça. C'est eux autres qui ont inventé la Dumouriez. La cigarette Dumouriez. Puis qui ont vendu Imperial Tobacco vers les années 1950. C'était la sorte de cigarette à mon père, ça, du Dumouriez. Eux autres, ils ont été Paquet voir... rouge. Les Grottés sont allés voir Peter Jackson en Angleterre. Ils ont demandé le brevet pour les cigarettes bout-filtre. Okay. Et la Dumouriez a été la première cigarette bout-filtre en Amérique du Nord. Eux autres, ils ont été chercher les droits de ça. Et puis là, j'ai lu sur les Grottés. Puis là, par la suite, quand mon père me parlait des Grottés, je dis... Coudon, ça fait 60 ans qu'il me... 60 ans, peut-être 40 ans qu'il me parle de sa famille Grotté. Puis il les a pas vus depuis 60 ans. Ben, je dis, je vais lui faire une surprise à mon père. Moi, il en présenter. J'en connais pas un, moi. Je n'ai jamais vu. Je dis, comment je vais faire? Je dis, là, j'étais là à mon travail. Je dis, moi, il en trouvé des Grottés. Pages jaunes. Les pages... Bottins. Tout. Le bottin de téléphone. Je prends une bottin, puis je cherche Grotté, j'en trouve à peu près 17. Il n'y en a pas gros. Là. OK. Puis je me mets à leur téléphoner. Puis là, je suis partie de la famille Grotté, T.A. Grotté ou L.O. Grotté. Puis au coin de Saint-Laurent, puis Ontario, tu vas voir l'édifice côté nord-ouest, c'est marqué édifice L.O. Grotté. OK.
Fait que là... C'était là qu'il roulait les cigares. Oui. Okay. Puis il était dans le Vieux-Montréal, mais là, à un moment donné, le Vieux-Montréal, c'était... Tu sais, les commerçants du Vieux ont décidé que l'activité économique se passe plus bien dans le Vieux-Montréal parce que Montréal commençait à se grossir là, vers le nord. Fait que là, ils ont décidé, les commerçants du Vieux-Montréal, d'aller ouvrir une artère sur la rue Sainte-Catherine. Mais lui, Groté, est allé plus loin. Il a monté à Ontario, puis bon, c'était pas un magasin que tu allais acheter tes cigares. Là. Il y avait des représentants qui prenaient le train, puis s'en allaient aux États-Unis, au Canada. Fait que là, moi, je téléphone à un Groté, puis là, il me réfère à un autre, puis toute la même famille. Ils se connaissent peut-être pas tous, mais tu sais, il me réfère à un autre Groté. Moi, j'habite Delormier, puis Jean Talon. Bordeaux, puis Jean Talon. Fait que il dit, appelle Michel Groté, puis lui, il est bien bon dans la famille, les affaires familiales, tout ça. Je dis, donnez-moi son numéro. Fait que je l'appelle. Puis là, j'y demande, puis là, je me nomme, puis il dit, mon père, Groté, fait bien, on essaie de trouver des Groté. Il dit, ben oui, puis il dit, lui, il veut me rencontrer, là. Fait que je dis, où vous habitez? Il dit, Delormier, puis Jean Talon. À côté de chez nous, après une minute de marche. Fait que là, j'appelle mon père, je dis, père, viens me voir, il faut que je te parle. Fait qu'il s'en vient. Je dis, ça fait longtemps que tu me parles des Groté? Ben, je dis, j'ai pris rendez-vous avec un, et on va souper avec un demain soir. Il dit, quoi? Je dis, oui, on va souper avec un demain soir. Où ça? Ben, je dis, je suis pas loin, là. Il reste pas loin, tu sais. Ça, c'est ton style, ça, toi. Fait que là, on s'en va manger avec, puis là, il nous raconte toute l'histoire de lui, des cigares, puis des cigarettes, tout ça. Mais mon père, il savait, là, que c'était dans la famille, là. Bon. Fait que là, il me donne un livre qu'il a écrit sur les Groté. Toi, ça produisait, eux autres, à l'époque, dans les années 1930, 36 millions de cigares par année. Et roulait à la main? À la main, à quoi de Ontario puis Saint-Laurent. Il roulait à la main. Écoute, c'est gros, là, ce bâtisse-là. Là. Fait que, là, je vais te montrer ça. Ton ordi est ouverte, là? Oui, ici, là. Fait que là, il dit, fils, hello, Groté. Tu vas voir. Fait que là, il marche. Mais il marche. Fait que là, c'est ça. Ah oui, je sais c'est quoi ça. Là. Okay. C'est gros, là. Ça faisait juste des cigares, ça, c'était ça. De tous les étages. Puis là, j'ai lu le livre de Michel. Il est mort aujourd'hui, Michel Groté. Puis là, c'est là que j'ai appris la cigarette du Maury. Et là, j'ai appris, dans ce livre-là, que les Groté, en 1900 à peu près, là, je dirais, là, qu'à toutes les fêtes du frère André, le frère André allait fêter sa fête au mois d'août chez les Groté. Les Groté, c'était bien populaire dans le temps. Écoute, c'était archi-millionnaire dans le temps, ce moment-là, les cigarettes du Maury, tout ça. Nous autres, on n'a pas vu ça. On n'a pas eu l'argent des Groté. Moi, j'ai une table, deux autres chez nous, à la maison. Une table de salon, une petite table, je sais pas ce qui est plus extraordinaire, mais c'est... Mais, écoute, tu vois des... Puis il y a eu des sénateurs là-dedans. Tu sais, la haute bourgeoisie canadienne-française. Donc, et aujourd'hui, on regarde ça, puis je suis pas mal certain qu'il y a... Vu qu'il était dans la haute bourgeoisie canadienne-française, il y en a un qui a été président de la Société Saint-Jean-Baptiste de section Saint-Jean-Baptiste, c'est-à-dire, tu sais, où est-ce que l'église Saint-Jean-Baptiste, Rachel, c'est entre Saint-Denis et Saint-Laurent. Fait que l'histoire de Montréal, l'histoire des patriotes, ça fait partie, je dis pas que les Groté étaient des patriotes, mais accepter que c'est en... Tu sais, tu parlais de tes grands-parents. Ouais. Puis moi, j'aurais aimé ça avoir une signature d'un Groté, je n'ai pas. Ben ouais. Fait que là, je me suis dit, quand j'ai vu les documents que mon père signait, je vais regarder pour mes enfants. C'est le 13 pour continuer la fierté familiale, puis historique, puis nos parents, nos grands-parents. Et moi, j'écoute... je peux te dire une chose, là, moi, ma conjointe, là, son père, là, puis tu sais, il est mort, ça fait en 2010, je dînais à Noël à Pâques, tout ça, puis je parlais un peu de son histoire sicilien. Il connaissait même pas le nom de ses grands-parents. Il savait même pas comment il s'appelait. Ah non. Il savait pas comment ça s'appelait. Donc, tu perds des références familiales, tu perds des notions. Fait que quand t'as ton histoire familiale, puis que tu veux transférer à tes enfants de peinture, puis tout ça, laisser quelque chose à tes enfants, c'est que ces enfants-là, tes enfants, mes enfants, qui vont avoir des choses de mes parents, c'est sûr, ben, ils vont ressentir une fierté. Oui. Ils vont être fiers. Ils disent, regarde, nous autres, on vient de quelque part, on est quelqu'un. Ça te ancre dans ton milieu. Oui, puis ça te solidifie, ça te fait comme un socle de ciment.
Et ça te fait comprendre toute la fragilité de ça aussi. Oui, fait que, évidemment, les patriotes, ça fait partie de ça. Ça fait partie du ciment. Moi, dans mon côté, ça fait partie du ciment de mon militantisme politique. Les patriotes 37-38, pour moi, c'est une référence. Ça fait partie du ciment. Ah oui. C'est coulé dans le ciment, puis tu ne toucheras pas à ça. Donner sa vie pour une cause. Ben, écoute, les autres, ils ont pendu, bon, attends. Fait que c'est pas du niaisage, on niaise pas, là. Non, c'est dans notre inconscient. On n'est pas dans des luttes de minorité à la Manon Massé. Ah, non. Là, on est dans le vrai. On est dans du vrai. Ils ont pendu au pied du courant, ils n'ont pendu 12, puis ils en ont exilé, puis regarde, ils en ont enfermé plus que 1000, puis il n'y avait pas de chauffage là-dedans, là. On était au mois de novembre, là. Pas de chauffage dans les prisons, là. Fait que, tu sais, sœur Émilie Gamelin, elle allait voir les patriotes, puis elle passait des enfants des patriotes, je sais pas comment ça faisait, mais elle amenait les enfants des prisonniers patriotes, Émilie Gamelin, pour qu'ils voient leurs petits-enfants, les patriotes. Fait que là, tu sais, pour moi, c'est le ciment, puis le drapeau des patriotes va flotter lundi, puis pour moi, ça va représenter, pour moi... Mais François, hein, suite à ça, là, quand ils ont pendu les patriotes, puis toi, tu dis, ouais, mais là, ils se sont défoulés, Christy, ils vont nous laisser tranquille une couple de décennies. Ils ont continué encore pire, ils ont incendié le Parlement de Montréal, ils nous ont... C'est pas fini, là, regarde le projet de loi 21, là. Ils nous ont traité d'Hitler, ils nous ont traité de ségrégation. Il pourrait toujours y avoir des... Mais ça, c'est des insultes. Je peux vivre avec ça, OK? C'est des insultes lancées par des personnages ignorants qui savent même pas de quoi ils parlent. Fait que ça plus ou moins... Mais Kopman, là, cette semaine, là, qui a dit nous autres, ça nous dérange pas. La loi ne s'adresse pas aux commissions scolaires anglophones. Ouais. Nous, les commissions scolaires anglophones, nous sommes au-dessus des lois, des petites lois du peuple québécois. Ouais. Nous, les anglophones, nous allons mener... C'était... Un mépris, un dédain du peuple québécois. Ah, puis ça, là, je vais te dire honnêtement, c'est ce qui me fatigue encore plus qu'avoir une femme voilée, là. Moi, ça, pour moi, là, c'est une mode en ce moment. J'espère que c'est une... En tout cas... C'est pas une mode, mais ça va peut-être changer. J'espère. Parce dans 30 ans, 20 ans, je sais pas, là. Parce qu'il y a peut-être quelques Québécois en perdition qui vont adhérer à la religion islamique, mais ça va rester vraiment une petite minorité, parce qu'on a déjà notre pensée de fait là-dessus. Une grosse majorité au Québec va avoir de la misère à nous virer. C'est... bien dire qu'on va tous vous virer musulmans, regarde. Essayez-vous même pas, là, tu sais. Mais acceptez que Kopman, là... Ah, lui, il m'insulte. Lui, il vient me chercher. C'est comme un peu Osfarder, puis toute cette bande-là, là, des orangistes... Libman, tu te rappelleras de ce gang-là, le Parti Égalité, rappelle-toi de ça, l'Alliance dans le Canada anglais de Preston Manning, qui était né là, de la séparation du Parti conservateur. Eux autres, les orangistes de l'Alberta, ont fait de leur... Bon. Mais c'est peut-être eux autres qui vont nous donner notre indépendance. Ah, ben là, regarde, là, on verra. Mais en tout cas, tout ça pour revenir aux Patriotes, parce qu'on se verra pas d'ici mardi, mon camp. Ouais. Il y a Bernard Landry, aujourd'hui, qui a reçu un hommage, à titre posthume, bien sûr, qui a reçu la médaille René Lévesque du Mouvement national des Québécois. Et je pense que c'est pleinement mérité. C'est sa fille, Pascal, qui a reçu la médaille pour lui. Et je pense que c'est pleinement mérité. Et je peux te dire que le Mouvement national des Québécois, cette année, a fait un très bon choix. Puis je pense qu'en recevant cette médaille, moi, je crois pas au ciel, puis je crois pas au bon Dieu, puis tout ça. Mais il doit être content, Bernard Landry, qu'aujourd'hui, quelques mois après sa mort, ben, le drapeau des Patriotes flotte sur le Parlement. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'il ne pouvait pas avoir. Ah, absolument. Et quand on lui a remis le MSQ, le Mouvement souverainiste du Québec, le prix Pierre Bourgault, ça a été le premier récipiendaire du prix Pierre Bourgault, Bernard Landry. Et Guy Boutier animait une partie de la cérémonie. Guy Boutier, ex-président de la Société Saint-Jean-Baptiste. Et là, il posait des questions aux gens présents dans la salle. Et il lui demandait, qu'est-ce que vous... Puis là, Landry était sur place, là. Il était là, on lui donnait le prix, puis il y avait quoi, 75 personnes bondées, plein à craquer au musée du Château-Ramsey, en face de l'hôtel de ville à Montréal, de Montréal. Et les gens dans la salle, qu'est-ce que vous retenez de Bernard Landry?
Et là, les gens levaient la main, disaient un petit commentaire. Et il y a eu une main qui s'est levée. Puis j'avais pas pensé... je savais pas que Guy Boutier était pour arriver avec cette question. Si j'avais su, j'aurais peut-être pu me préparer ou préparer une réponse. Mais ça a été mon frère jumeau qui a été le plus vite de la salle. Il lève la main. Puis Landry était là. Moi, j'étais en avant parce que j'étais président. Fait que j'étais à côté. Puis je voyais Landry était à ma gauche. Puis mon frère était en arrière. Puis je le vois, je me tourne la tête. Puis je vois qu'il se lève la main. Des fois, c'est ton frère. T'as toujours peur qu'il... Puis c'est ton frère jumeau. Il t'en sort. Tu peux pas le renier. Il commet une bourde. Puis ça, j'espère qu'il me gênera pas, parce qu'il est capable. Ah oui, je l'ai jamais vu encore, j'ai hâte de le voir. Il est solide, il est solide. Il se fait crisser dehors de tous les stades au Québec. Faut que j'aille manifester avec lui une fois, certain. Il est hot, là. Tout d'être là. Il est pire qu'Allinger? Pire. C'est dur d'être pire qu'Allinger. Mais pas Allinger avec... non, je vais pas y aller. Gens, là. Juste te laisse y aller tout seul. Non, t'es sûr que tu vas venir, tu vas te faire arrêter par la police. Une paire de menottes dans le dos. Mais lève la main. Et il dit, moi, ce que je retiens de M. le Premier ministre Landry, c'est la Journée nationale des patriotes. Là, j'ai dit, wow. Il y a pensé, j'y avais même pas pensé. Là, avant qu'il lève la main, j'avais pas pensé. Tu sais, moi, j'étais à l'organisation. Le devoir de mémoire. Oui, et puis là, j'ai dit, une chance qu'il y a passé. Là, j'étais tellement fier de mon frère Jumeau. Puis là, Guy Boutier. Puis là, j'ai vu le visage de Bernard Landry. Et là, j'ai vu un homme fier de son legs, je pourrais dire, mais de son coup, là, tu sais, fier d'avoir donné aux Québécois la Journée nationale des patriotes. Puis ça a pris du temps, hein, les premières années, j'appelais des compagnies, dans les compagnies de production de calendrier, parce que c'était marqué Fête de la Reine, Fête de $. Là, j'appelais, on a fait un travail de François, défriché là, dans ce temps-là, en 2003. Ouais, Martin, Gilles Laporte, toute la gang. Là, mais aujourd'hui, on peut dire que je pense que c'est pas mal bien implanté. J'écoutais à la radio aujourd'hui. Mesdames et messieurs, pour la fin de semaine des Patriotes, la journée des Patriotes, la fête des Patriotes, puis il appelle ça un peu comme ça, là, il va faire un beau temps pour le bulletin de météo. Fait mission accomplie pour Bernard Landry, puis aujourd'hui, il a reçu le prix René Lévesque du Mouvement national des Québécois. Je pense que c'était pleinement mérité. Et puis, c'est ce que je voulais dire de Bernard Landry, parce que pour moi, ça a été un grand politicien, un homme avec une fierté nationale, puis une fierté, puis on l'a vu à ses funérailles quand Lucien Bouchard a parlé. Il y en a bien qui chialent contre Lucien Bouchard, toi le premier, moi je chiale moins souvent, toi, mais dans le discours de Lucien Bouchard... il a passé à côté de l'histoire, Lucien Bouchard, carrément. Okay. On va se le dire dans 100 ans, pareil. OK, ben ça c'est... OK, correct, mais je veux juste revenir au funérailles de Bernard Landry. Oui, vas-y. Lucien Bouchard, quand il a dit, là, la tombe de Bernard Landry était devant lui, il dit, quand je suis allé manger, puis j'allais manger avec Bernard se faisait un devoir de toujours me parler du fameux discours d'Henri Bourassa de 1910 au Congrès eucharistique, ici même, c'est Bouchard qui parle, ici même dans cette enceinte appuyée par le chanoine Groux. Ouais. Lucien Bouchard qui parle. Là. Ouais. Il dit, oh. Là, Lucien Bouchard vient de marquer des points dans ma tête à moi et dans mon cœur. Ouais. Parce qu'il dit, là, Lucien Bouchard va chercher des moments importants historiques. Dans cette enceinte ici, mesdames et messieurs, Henri Bourassa a écrit prononcé le plus grand discours qui a cimenté la nation canadienne-française. C'est Lucien Bouchard qui parle. J'interprète un peu ces mots, là, mais il dit ça. C'était dans ses dîners avec ses repas avec Bernard Landry. Donc, pour moi, il y a eu des transmissions de messages dans les funérailles de Bernard Landry. Et dans l'œuvre de Bernard Landry, il y a la Journée nationale des patriotes. Puis ça, OK, on reparlera de Lucien Bouchard. Non, on en parlera un autre soir, c'est pas le sujet, mais... Mais je pense qu'on se doit, en terminant l'émission, Carl, d'inviter les gens à participer en grand nombre à la Journée nationale des patriotes. Oui. Dans votre coin, il y a des activités, suivez ça. Allez sur le site du Mouvement national des Québécois, je crois, oui. Et à chaque année, ils produisent un calendrier des activités.
un encart, si on veut, là, un encart et puis les activités. Chose certaine, là, pour une société comme le Québec, aussi petite et minoritaire en Amérique du Nord, le devoir de mémoire est essentiel aussi pour notre pérennité. C'est sûr que si on laisse aller Couillard puis le reste du Canada, ben dans 50 ans, on va avoir une version de l'histoire où on va nous présenter les patriotes comme des terroristes. Puis on va nous présenter Pierre Elliott Trudeau comme étant le grand sauveur de la nation qui a réussi à nous sortir des méchants séparatistes. Bref, le devoir de mémoire au Québec est d'autant plus important. Le travail de nos historiens sont très importants pour qu'on puisse garder la mémoire. Il est difficile de croire qu'il y a des peuples qui ont rayonné à travers le monde puis qu'on s'en rappelle même plus. Il faut fouiller des roches pour essayer de trouver qu'ils ont existé à tel endroit. Donc, cette possibilité-là au Québec. Et dans le nationalisme québécois, j'ai appris ça dans mes cours d'histoire, il y a toujours eu cette particularité-là de notre nationalisme, c'est notre peur de disparaître. Donc, le devoir de mémoire est là, il est essentiel. Depuis que je fais des émissions avec toi, François, on se l'est dit, il n'y a pas d'hymne national. Comment on fait là pour garder notre nation quand toi puis moi on va être morts, puis que nos enfants qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour assurer notre pérennité plus tard? Il nous faut un hymne national avant qu'on crève, toi puis moi. Il nous faut des équipes nationales. On va peut-être avoir aussi le rapport unique. Donc, on n'aura pas encore le pays. Ça serait déjà pas mal. Sais-tu que si on crève avec ces trois affaires-là, là... On aurait fait un bon bout. Ben oui, puis finirons... Avant de mourir, on a la Journée nationale des patriotes. On a enlevé la fête de la reine. Hey, c'est une grosse victoire, ça. Oui, écoute, la fête de la reine, là, Victoria, la fête de $, a été imposée pour contrebalancer la fête de la reine par la Société Saint-Jean-Baptiste dans les années 1910 à peu près. Puis bon, ça faisait pas l'unanimité de l'or, là. Mais là, Bernard Landry a cassé tout ça. Puis regarde. En passant, juste en terminant. Oui. Écoute, on invite les gens à participer en grand nombre. Est-ce que tu vas participer quelque part, toi, lundi, ou est-ce que tu vas à une cérémonie quelque part? Fort possiblement que lundi, je vais retourner à Saint-Eustache. J'ai trop aimé ça l'année passée. Okay. Je vais voir l'église là, qui s'est fait bombarder. Ouais. Puis j'avais fait 2-3 petites vidéos. Mais moi qui. Ben je vais être dans le coin. Là, je vais être dans le coin, je vais être à Saint-Denis. Ça a l'air que il va y avoir des coups de canon. En tout cas, il va y avoir la compagnie franche de la marine. La seule place où on a eu une victoire pendant la guerre, la révolte des Patriotes. Saint-Denis-sur-Richelieu, oui, c'est ça. Donc, je vais être là, moi, lundi. Je ne sais pas à quelle heure la cérémonie, mais je vais être là. Je vais avoir déjà affaire dans le coin. Fait que je vais participer à... 2 minutes pour le prix Stanbeu, François. Oui, ben là, c'est facile. Andropoulos. C'est facile, là. Puis c'est encore une fois là le discours de quelqu'un qui vient de... Elle vient pas de l'extérieur. Elle est née au Québec. Mais c'est des parents qui viennent de l'extérieur. C'est de l'insulte, là. C'est de l'insulte qu'elle nous fait. Puis vraiment, elle le vit intensément. Et vraiment nous donne l'exemple d'une fille qui est mystifiée par une propagande qui essaie d'inverser les rôles, qui essaie de nous faire croire leur version à eux, qui est vraiment pas la réalité. Et on voit que ça fait partie du gouvernement de Justin Trudeau, les députés. Et on a eu un autre, le mois passé, avec M. Steinberg de Hampstead, Anthony Housefather. Copperman, Copperman est un ancien député libéral de Québec. Plus, ben oui. Tous des libéraux. Puis qui nous dit que lui, là, il est comme Québec solidaire qui dit qu'il va être au-dessus des lois parce qu'il est anglais, il est supérieur à nous. On va voir que quand il va... Mais nous autres, ça ne durera pas longtemps. Le gouvernement va abolir les commissions scolaires anglaises, là. Les commissions scolaires totales. Fait qu'ils s'arrangeront avec lui. Puis en tout cas, pour des fascistes, je trouve qu'on les endure. Qu'on est très patient avec eux autres. On n'a pas pensé encore d'exécution publique. On n'a pas pensé à de l'écartèlement public. On n'a jamais enfermé 500 personnes dans une nuit. Puis on n'a pas de pendu 12 là, qui ne pensaient pas comme nous autres à la place publique à Montréal. Si on n'a pas instauré une loi... on n'a pas jamais tiré sur un Anglais parce qu'il était contre nos... Non, on se rappellera en 1918. 18, dans ce coin-là à Québec. 4-5. Oui. 5 morts. Parce qu'ils manifestaient, puis enfin, on n'a pas de leçon à recevoir. On va-tu mettre le feu au Parlement à Ottawa pour leur déménager à Montréal? Non, on va leur laisser. On est bons joueurs. Merci, mon Carl. Bonne journée nationale des Patriotes. Mesdames et messieurs, bonne journée nationale des Patriotes à vous tous. Participez en grand nombre. Et parce que c'était une journée importante. Puis évidemment, suivez le drapeau qui va être ici au Parlement à Québec. Le drapeau des Patriotes, ça va être un moment pour moi extraordinaire, historique. Et je pense que, Carl, tu vas suivre ça
ton côté. Oui. Et je te laisse peut-être un petit mot de la fin pour les bons vœux. Et... Ben, je suis content de la réhabilitation des Patriotes parce qu'on pensait que c'était fini avec Couillard, là, qui nous avait dit qu'il n'en voulait pas de drapeau des Patriotes sur l'Assemblée nationale. Donc, bravo encore une fois à la CAQ, qui semble avoir une sensibilité pour son peuple là, que l'autre avait pas. Oui, merci beaucoup, mon cher Carl. Bonsoir on se reparle tout le monde. mardi prochain. Et en passant, je pense que mardi prochain, on va avoir des MS dans le studio. Fait que si ça te tente de venir en studio, mon Carl, mardi prochain, on va y recevoir. Lundi, on sera pas là parce que c'est la Journée nationale des Patriotes. On va prendre congé. Ça fera pas de tort, un petit congé pour tout le monde. Mais n'oubliez pas, participez en grand nombre. Salut. Bye bye. C'était le journal du soir. De devenir propriétaire et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lopin de terre.